Une femme aux longs cheveux roux se tient devant un manoir sombre et menaçant, sous la pluie. Trempée par la pluie, elle met une pièce d'or dans sa bouche. La main d'une personne inconnue se tend vers une clôture métallique. Le personnage principal traverse la pièce. L'espace est enveloppé par la lumière bleue de la lune qui pénètre à travers les vitraux. La femme est allongée, les cheveux défaits. Elle est revenue. Elle de nouveau 17 ans, comme à la page précédente. Pendant les 10 premiers tours, la jeune fille espérait qu'un jour cela prendrait fin. Pendant les 20 suivants, elle ne se souciait que d'échapper à une mort certaine. Après 30 autres tours, tout devint familier. Après 100 tours, il ne restait plus que la fatigue. Après tant de tours, le personnage principal en a même oublié son nom. La bonne appelle mademoiselle avec inquiétude, car il est temps pour elle de se réveiller. Une silhouette vêtue de sombre se tient au pied du lit, regardant une jeune fille endormie, nommée Karen. Elle doit se préparer. Dans une pièce lumineuse, une femme rayonnante ouvre les rideaux et annonce gaiement que c'est l'anniversaire de sa maîtresse. Une femme rousse aux yeux violets et à l'air grave affirme que ce n'est pas son véritable anniversaire. Un grand livre, ouvert aux pages scintillantes, est posé sur la table. Une femme est allongée dans son lit. Un jour, elle s'est réveillée dans un roman et y est restée pendant 117 ans. Une jeune fille en robe rose tient un livre sous une arche fleurie. Ce livre raconte une banale histoire d'amour. Karen Hare, fille unique de son père, rêve de sentiments véritables. Une femme rousse, vêtue d'une robe rose vaporeuse, regarde avec crainte une silhouette masculine dans l'ombre. Elle doit rompre avec son fiancé. Le personnage principal devient servante auprès de la fille d'un aristocrate. Karen, déguisée en soubrette, est assise par terre, subissant l'humiliation et les moqueries. Une personne inconnue tend la paume ouverte et gantée. Le personnage principal est un homme blond en costume s'enlace, entouré de roses rouges. Le couple danse, s'enlaçant devant un décor floral. Mais finalement, l'héroïne trouve le véritable amour. Le garçon et Karen collent leurs fronts l'un à l'autre. Ils sont heureux ensemble. La jeune fille gît inconsciente sur le sol. Du sang s'écoule d'elle en formant une rose. À la dernière page, l'héroïne est censée mourir en buvant du vin empoisonné. Le livre à la couverture rouge repose paisiblement sur la table. Personne n'y touche. Les pages du livre se tournent violemment, comme si le livre respirait, comme s'il vivait sa propre vie. Un cri retentit sur fond de pluie, et le personnage principal se prend la gorge, le regard baissé, terrifié. Il y a 1 an, Karen était assise sous un arbre par un jour de pluie, les bras enroulés autour de ses genoux, ses yeux fatigués, peinant à s'ouvrir. Elle enlace un homme blond en uniforme militaire. La jeune fille a surmonté sa peur pour retrouver un garçon nommé Raymond, mais il y a un problème. L'ombre d'une hache se projette sur le visage du personnage principal. Elle la regarde sans émotion. Une hache entourée de cordes, sur fond d'éclaboussures de sang. La fin reste la même. Une rangée de majordomes en uniforme se tient dans la même pose, leur visage invisible. Peu importe avec qui Karen choisit de vivre, même si ce n'est personne. Le résultat est immuable. 3 femmes en robe bleue accourent pour aider leur maîtresse, qui est en train de tomber d'une fenêtre. L'héroïne se tient devant son assassin, le sang ruisselant sur son visage et sa robe, une traînée de sang rouge maculant son visage. La jeune fille est assise par terre, sous le choc, du sang couvrant ses mains, son visage et sa robe. Elle nage sous l'eau vêtue d'une robe rose, ses cheveux roux flottant au vent. La jeune fille aux yeux rouges, sous le choc, se tient au milieu des lumières et de la fumée qui ont envahi la pièce, et pleure à chaudes larmes. Karen se retrouve toujours dans un jardin désert, et à chaque fois, elle a une pièce de monnaie dans la bouche. Le personnage principal est assise dans son lit, regardant une autre pièce de monnaie. Elle dit que cette pièce est la 100e. La servante regarde avec surprise la pièce scintillante dans la main de la jeune fille, et lui demande ce que c'est. Karen bâille, mais explique tout de même qu'il s'agit simplement d'un porte-bonheur. La même servante demande à la jeune fille si ce genre de choses l'intéresse vraiment. Elle répond qu'elle aime prédire l'avenir avec une pièce et lui suggère d'essayer. Si c'est un aigle, alors tout se passera bien pour Karen et elle sera une jeune femme exemplaire. Le personnage principal, surprise, tient la pièce dans sa main et déclare avoir tout compris. La pièce est lancée en l'air, le silence se fait et la respiration se ralentit dans l'attente du résultat. Karen semble inquiète, tandis qu'une autre femme aux cheveux foncés observe sa paume avec intérêt. La fille aux cheveux roux regarde son reflet dans l'eau. Si elle voit des queues, alors tout ira mal,
et elle ne veut pas que cela arrive. Le personnage principal, désespéré, se penche au-dessus de l'évier, songe au suicide, et une atmosphère tendue s'installe. La bonne, entrant dans la salle de bain, semble choquée par les agissements de sa maîtresse, ce qui souligne la gravité de la situation. La femme console Karen, toujours bouleversée, en lui demandant si elle est malheureuse dans son mariage. Elle est fiancée au même homme depuis l'enfance, et personne ne la comprend mieux que lui. Le personnage principal arrête sa servante nommée Nancy. La main de la servante est toujours posée sur la tête de la maîtresse. Karen propose un échange de partenaires. Le petit ami de sa femme de ménage est plutôt séduisant et la jeune femme est prête à lui céder son petit ami, Doolan. La bonne est très inquiète après avoir entendu cela. Elle doute de la santé mentale du personnage principal. Il s'avère que la jeune fille plaisantait. Elle comprend que si elle touche ne serait-ce qu'un doigt à son homme, la bonne la tuera sans aucun doute. Divers produits cosmétiques sont disposés sur la table. Peu importe le nombre de fois où Karen renaît, c'est toujours douloureux. Une fois de plus, elle se prépare à devenir adulte. La femme aux cheveux noirs sourit et demande pour qui sa maîtresse se fait belle. Peut-être pour un autre homme? L'héroïne enfile pour la 100e fois ce corset étouffant. Nancy l'aide à le serrer et lui dit qu'elle n'a jamais souhaité que son bonheur. Une femme vêtue d'une robe élégante se tient devant un miroir, s'interrogeant sur son apparence. Il y a beaucoup de monde dans la salle de bal. Certains regardant Karen, bouche bée. Un homme en costume bleu, l'air mécontent, croise le regard de l'héroïne. Elle aperçoit une fois de plus son fiancé qu'elle déteste. La jeune fille aux cheveux roux semble très épuisée. Son visage ne trahit aucune émotion. Il n'est pas convenable pour une jeune femme de faire une telle grimace devant son futur mari. Mais Karen n'a aucune raison d'aimer Doolan. L'homme regarde d'un air sombre sa fiancée, qui lui demande s'il a été surpris par la pluie en chemin, précisant au passage qu'il n'est pas son mari. Des flaques d'eau sont visibles sous les pieds de l'homme. Karen pense que le véritable amour ne le concerne pas. Tout en tenant un verre de vin à la main, il évoque les valeurs traditionnelles d'une bonne épouse et affirme qu'elle doit être soumise, fidèle et attentive aux paroles de son mari. L'ambiance dans la salle de bal est festive, mais le personnage principal a déjà vu cela de nombreuses fois. Les musiciens jouent de leurs instruments, ils ont répété cette chanson de nombreuses fois. Aujourd'hui aura lieu la cérémonie de passage à l'âge adulte du personnage principal. Une jeune fille au visage pensif, portant de magnifiques boucles d'oreilles, regarde vers le ciel, pensant qu'elle est en enfer. L'homme regarde sa fiancée d'un air maussade et lui demande de revenir à la réalité. Sortant de ses pensées, la jeune fille tente de se forcer à accepter la réalité. L'expression de la jeune fille s'adoucit, indiquant peut-être un moment de vulnérabilité ou de prise de conscience. Karen tente de se convaincre que cet homme est son destin. Elle lui demande ce qu'il voulait dire. Doolan tient un verre à la main, des gouttes de sueur froide ruisselant sur son visage. Deux mains se tiennent, tout autour est identique, même si cela déplaît à quelqu'un, il n'y a pas d'autre choix. Un homme en costume noir et une femme en robe violette dansent lors d'un bal, avec une pancarte indiquant qu'il s'agit de leur 69e danse ensemble. Le prétendant marcha sur le pied de sa dame pour la 45e fois. Le serviteur cassa un verre pour la 78e fois. Un homme insatisfait demande au personnage principal de sourire. Doolan explique que c'est nécessaire parce que tout le monde se moque de lui et que les gens autour de lui chuchotent. La jeune fille regarde devant elle sans émotion. Karen Hare est prise en pitié pour la 100e fois. L'homme a l'air souffrant. Il déteste être pris pour un imbécile. La jeune fille n'en est pas surprise. L'héroïne pense que tout est comme d'habitude à ce bal. Mais soudain, quelque chose attire son attention. La jeune fille saisit Doolan par le col de son pull et le tire vers elle. C'est la 100e cérémonie de passage à l'âge adulte. Karen invite l'homme à venir avec elle, mais il résiste et lui demande avec insistance d'attendre. Un homme en costume noir suit une jeune fille en robe lilas à travers une pièce richement décorée, chose qu'elle n'a jamais faite auparavant. Doolan, indigné, tente de découvrir où elle l'emmène. Le personnage principal affiche un large sourire et déclare que le couple est déjà fiancé. L'homme a l'air confus et inquiet, il ne comprend rien. Les portes doubles ornées sont légèrement entrouvertes, un détail dont seule Karen se souviendra. On voit l'homme lever les yeux avec une expression de surprise, ne comprenant toujours pas ce qui va se passer. La main de la jeune fille défait ses tresses. Elle a envie d'essayer quelque chose de nouveau. Le personnage principal se penche sur l'homme allongé et apeuré, un sourire narquois visible sur son visage. L'homme regarde le personnage principal, debout à côté de lui,
les cheveux défaits. Karen affiche un large sourire en demandant à son fiancé d'enlever ses vêtements. Un homme aux cheveux noirs et à l'air confus, le regard baissé, une faible lueur soulignant ses traits sur le fond sombre. La jeune fille ajuste ses cheveux devant le miroir, sa posture dégageant une grande confiance. Le silence règne dans la pièce. Karen continue de se regarder dans le miroir et son fiancé ajuste ses vêtements. L'homme se détourna, jetant un regard par-dessus son épaule avec une expression insatisfaite, peut-être de regret ou de réflexion. Il affirma que ce n'était pas son initiative. L'héroïne semble pensive et légèrement déçue, exprimant soit une conscience, soit une résignation quant à ses attentes. La jeune fille saisit la main de son cavalier et lui demande de l'emmener dans la salle de bal. Le couple se tient côte à côte. L'homme a l'air humble et la femme semble contrariée ou inquiète. Il leur reste encore 3 danses. Plusieurs inconnus murmurent que sans cet héritage, Karen n'aurait pas eu à épouser Doulan. La conversation se poursuit dans une ambiance plus animée. La femme apprend que la jeune fille vend des biens immobiliers à des fins éducatives. Le couple se tient face à face. Doulan et la jeune fille se regardent. Leur langage corporel est tendu. Le regard de l'héroïne est détourné et la posture de l'homme est tendue, comme dans un moment de conflit ou de désaccord. Un homme propose timidement de danser à une fille en robe violette sur fond de décor festif. Karen se retourne, l'air surpris, songeant à l'absence de toute tension romantique. Une 3e femme observe secrètement le couple, se demandant ce qu'on leur enseigne dans les monastères. Le personnage principal regarde son partenaire, visiblement incompréhensif face à la situation. Doulan, le visage résigné, entend faire taire toutes les moqueries des inconnus. L'homme sursaute et laisse tomber son verre lorsque le serveur le bouscule par derrière. Il perd l'équilibre et tombe au sol, provoquant une agitation en arrière-plan. Karen le regarde tomber. Elle savait que ça arriverait. Elle observe l'autre couple d'un air cynique. Il les désigne du doigt et discute à leur sujet. Le personnage principal, avec un léger sourire, constate que tout se déroule comme prévu, suggérant un sentiment d'inévitabilité. Malgré toutes les circonstances, la jeune fille tend la main à Doulan pour l'aider à se relever. L'homme la regarde avec arrogance, comme s'il disait du regard qu'il n'a besoin de personne. Karen est persévérante. Cette expression ne l'effraie pas. Elle continue de se tenir debout, la main tendue devant elle. En arrière-plan, des personnes discutent des échecs du couple et observent tout ce qui se passe de l'extérieur. L'héroïne pense que son fiancé va maintenant verser du vin sur le domestique. La jeune fille sera, bien sûr, choquée par une telle cruauté. La main de la jeune fille est toujours près du visage de Doulan, dans un geste amical, d'aide. L'homme se lève, l'ignore et dit au domestique de déguerpir. Il s'excuse et s'en va rapidement. L'héroïne regarde le marié avec confusion. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction de sa part. Doulan prend les doigts de sa fiancée dans les siens, proposant timidement de continuer la danse. Les gens autour de eux murmurent que cet homme n'a même pas honte. Elle se fiche de ce que disent les autres. Elle est ravie que son fiancé lui ait fait sa demande en mariage pour la première fois. Elle est heureuse que Doulan, qui n'a pas changé depuis 99 ans, ait soudainement changé. Karen affiche un large sourire et espère que si ce détail a changé, alors tout le reste changera. Entourée d'une auréole de roses, Karen est resplendissante, ses cheveux roux et ses yeux violets mettant en valeur son apparence. Assise dans une posture contemplative, la jeune fille pense qu'après avoir passé 100 ans dans ce corps, elle a remarqué quelques schémas récurrents. Karen apparaît toujours dans la forêt, se tenant dans un décor lugubre parmi des arbres dénudés. Deuxièmement, après avoir vécu 1 an, elle meurt et retourne au point de départ. Troisièmement, chaque fois qu'une pièce portant un certain numéro apparaît dans la bouche du personnage principal, la jeune fille est assise devant le miroir et se dit qu'en brisant le système, elle pourrait peut-être tout arrêter. Pour changer le cours des événements, Karen a essayé de prendre du poids en mangeant une énorme quantité de nourriture. Elle a également fugué et s'est consacrée à des œuvres caritatives, distribuant du pain frais aux enfants et aux adultes pauvres. La jeune fille a également tenté de se suicider avant la fin de l'année, mais en vain. 2 femmes déguisées en domestiques, l'une faisant la vaisselle et insistant pour que ce soit au tour de l'autre, se disputent au sujet des tâches ménagères. Frustrée, Karen reste allongée dans son lit, rêvant de vengeance et exprimant le désir de quitter le lit. Soudain, la pièce échappe des mains du personnage principal, tombe et roule sur le sol. La jeune fille regarde la pièce qui vient de tomber et réfléchit à qui elle devrait se venger. Assise sur un tabouret, la main pendante,
La jeune fille estime qu'il est injuste de punir les gens pour des actes qui n'ont pas encore été commis. Soudain, sa paume se crispe en un point. Même si Karen commence à se venger, rien ne changera. Un livre ouvert au motif complexe. La 48e visite. Karen, l'air blessé et bouleversé, supplie un homme à l'air sévère de l'aider. Mais celui-ci lui répond qu'il l'a déjà désinfectée et refuse de la bander. Dans cette vie, Doolan a rompu leur fiançailles et a refusé de soigner la jeune fille. La jeune fille resta alitée pendant 1 an, soignée par des domestiques. 1 an plus tard, le personnage principal meurt d'une septicémie provoquée par la morsure d'un sanglier. Un livre ouvert au texte illisible. La 58e vie. La fille blonde est Isela, la rivale de Karen. Et elle est furieuse lorsqu'elle réalise que l'héroïne lui a volé son petit ami. Le personnage principal résiste avec force, criant qu'elle n'a rien fait, même si la fille ne l'a pas tuée directement, mais qu'elle a dû endurer quelque chose de pire que la mort. Isela ordonne à ses subordonnés de lui verser de l'eau bouillante dessus. Maintenant, avec une tête pareille, personne n'aimera Karen. La jeune fille hurlait de douleur, hystérique, mais personne n'a tenté de la sauver des martyrs. Elle est morte des suites de ses brûlures. Un livre ouvert aux motifs complexes. La 18e vie. Verdict. Evans est le père d'Isela. L'homme est entré dans la pièce en tenant une hache à la main. C'est un cauchemar complexe, qui attend le moment du bonheur pour tout détruire. Un homme blond, menaçant, brandit une hache contre une jeune fille pauvre et apeurée. Si elle a volé le bonheur de sa fille, elle doit payer le prix fort. Le corps de Karen gît au sol dans une mare de sang. Verdict lui ayant brisé la nuque avec une hache émoussée. De nombreuses silhouettes humaines observent le personnage principal. Toutes veulent sa mort. Une jeune fille aux cheveux roux est assise par terre dans une pièce lumineuse aux meubles élégants et regarde une pièce de monnaie posée au sol. Il y a 2 servantes dans la pièce. L'une fait la vaisselle et l'autre tient le linge. La jeune fille dit que, même si elles n'ont rien fait de mal dans cette vie, elle n'oubliera pas leurs péchés. Les coupables de cette vie ne se souviennent pas comment ils ont nui au personnage principal en la tuant, mais elle se souvient de tout. La pièce tient toujours sur sa tranche au sol. Même si Karen devra se venger d'un nombre incalculable de personnes, elle a tout son temps. Elle s'agenouille, regarde la pièce et se demande pourquoi l'idée de vengeance ne lui était pas venue à l'esprit plus tôt. La jeune fille aimerait faire quelque chose de mal dans sa vie. La vengeance serait une bonne option pour cela. Le personnage principal est contrarié de ne pas avoir réalisé plus tôt les pensées qui lui traversent maintenant l'esprit. Karen et son fiancé partagent un tendre moment. Auparavant, elle pensait que seul l'amour pouvait changer le monde et les gens. Le couple s'enlace, ils sont heureux ensemble, le personnage principal pense que ce n'est pas la solution. La jeune fille écrase furieusement les roses qui se trouvaient auparavant dans le vase. Ce n'est pas l'amour qui change les gens, mais la mort. Karen sourit sereinement, soulagée. Le jour de son 117e anniversaire, le personnage principal décide de devenir une tueuse. Aux frontières de l'Empire, un cheval tombe. Son genou est brisé et il ne peut se relever. Cet homme aux cheveux blonds s'appelle Verdict Evans. C'est un usurier. Et il montre de toutes parts que la situation lui cause des émotions négatives. Une main gantée frappe à la porte fermée. Une voix inconnue crie à Islel et lui demande de sortir. Isela Evans est la fille de Verdict Evans. La jeune fille bâille et demande ce qui ne va pas. Ouvrant la porte, l'homme tend la main à sa fille et lui dit qu'à partir de maintenant, ils devront marcher. En chemin vers sa destination, la jeune fille, essoufflée par la fatigue, marmonne entre ses dents qu'elle ne reviendra plus ici. Son père lui répond calmement que le sol de ces endroits est très fertile. Ici, on peut faire de belles récoltes. Il y a peu de monde, donc les coûts d'amélioration sont faibles. L'homme prend Islel par la main et lui dit que s'ils obtiennent ces terres, il permettra à sa fille de les gérer. Il ajoute que cet événement servira de bonne leçon avant le mariage. La jeune fille est gênée et espère que Raymond la remarquera si elle est une bonne manager. Isela sourit joyeusement et promet à son père qu'elle deviendra une maîtresse dévouée pour ses gens. Dans une rue impeccablement rangée se dresse une église solitaire, les rayons du soleil ruisselant sur ses murs. Verdict informe ses domestiques et les autres que les négociations sont terminées. Ils peuvent donc désormais se reposer en paix. Après l'avoir écouté, l'homme répond qu'ils se reverront dans 6 mois. L'homme répond que son heure viendra à un prix élevé. Isela se tient derrière son père, gênée par la situation embarrassante, espérant qu'il plaisante. L'héroïne examine les environs,
regarde autour d'elle et pense que l'église a l'air très délabrée. La jeune fille pense qu'elle pourra tout arranger ici, dès que le verdict lui aura attribué ses terres. 2 personnes en arrière-plan chuchotent, discutant de quelque chose. Elles attendent quelque chose. Isela se tourne dans leur direction, observant les filles. L'héroïne ne comprend pas comment on peut trouver l'église belle. Mais quelque chose interrompt ses pensées. Une jeune fille entre dans un hall bondé, observant la mosaïque de verre, l'examinant ainsi que les personnes qui l'entourent. Isela regarde la foule avec une grande surprise et une profonde indignation, ne comprenant pas pourquoi ils sont tous rassemblés ici. Son regard s'arrête sur une charmante jeune fille rousse. L'héroïne se surprend à penser que Karen ressemble à un ange. Isela veut interpeller le personnage principal. Elle est la fille de Lord Hare. La jeune fille remarque l'apparence de Karen. Ses vêtements sont usés et elle ne porte aucun bijou. Elle observe le personnage principal et tente de comprendre pourquoi elle est si en colère contre elle. Isela décide que cette fille deviendra son bouc émissaire personnel. Doolan se tient debout à la table, lisant l'évangile aux autres. Karen est assise paisiblement sur le banc, les mains jointes sur les genoux, les yeux fermés, en prière silencieuse. Une fois la lecture terminée, l'homme annonce que l'office religieux est terminé. La jeune fille soupire et dit que Dieu n'a jamais écouté ses prières. Doolan pose la main sur l'épaule de la protagoniste et, le visage grave, lui demande de ne pas profaner le sacrement de la prière par son hérésie. Le personnage principal considère sa présence sur cette plateforme comme une grave insulte. Soudain, une voix tire la jeune fille de ses pensées. Il la salue, il l'appelle par son nom. « Voici Isela Evans », se présente-t-elle. L'héroïne est ravie de faire la connaissance de Karen. Elle demande qui est à côté de la jeune fille. Elle présente Douzan, en disant qu'il est son fiancé. Isela répond qu'elle avait entendu parler du mariage imminent du personnage principal, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle épouse un tel homme. L'héroïne pense que, quelle que soit la beauté de Karen, son destin est de végéter avec son prêtre dans ce désert. Avec une gentillesse feinte, la jeune fille complimente l'héroïne et lui dit que, même si sa vie est loin d'être idéale actuellement, elle espère qu'elle vivra heureuse. Doula semble confuse et surprise, mais Karen n'est absolument pas gênée par ses paroles. Elle sourit gentiment et remercie Lady Evans. Le personnage principal regarde Isela, n'acceptant pas son choix de venir à l'église vêtue de vêtements aussi luxueux. La jeune fille regarde la robe d'Evans, comparant sa jupe en forme de cloche. Karen a des pensées maléfiques. Elle se demande si, en pendant l'héroïne par le cou et en la secouant, celle-ci se mettrait à vaciller comme une cloche verbale. Elle se demande si cela produira le même beau son. La jeune fille blonde appelle le personnage principal par son nom, en soulignant qu'elle ne peut détacher son regard de son cou. Isela pense que Karen regardait le collier, et affirme donc que son fiancé le lui a offert. La jeune fille sourit gentiment. Mais Doolan ne comprend pas pourquoi sa fiancée s'intéresse aux biens matériels. Le personnage principal imagine une jeune fille pendue. Elle pense que ce collier est idéal comme corde pour la pendre. La nuit tombe dehors, le corps reste immobile sur le lit. Karen le regarde et dit que si le collier de la fille avait été fait de cordes de piano, elle se serait suicidée avec. Le regard de la dame se pose sur le cadavre. Elle sourit et demande à la jeune fille de ne pas être déçue. Le collier repose dans une main froide. Le personnage principal promet de le déposer sur le cadavre d'Isela. L'aube a teinté le ciel de nuances orangées. La journée ne fait que commencer. Les subordonnés de Karen sont ravis de voir la jeune fille sourire radieusement pour la première fois depuis longtemps. Elle marchait d'un pas léger et joyeux, et selon les personnes présentes ce jour-là, ses pas ressemblaient à la danse de la déesse du printemps. Des bulles de savon et des pétales de fleurs volent de partout. La jeune fille sourit largement et rit. Ce jour-là, l'héroïne n'a pas réussi à arracher un seul pétale de ses propres mains. Les mains ensanglantées de la jeune fille tiennent un collier, offert à Isela par son fiancé. Karen rit très fort et rayonne littéralement de bonheur. Aujourd'hui, elle a commis son premier meurtre. Isela cherche frénétiquement quelque chose dans la pièce, regardant dans tous les coins. Elle hurle que les bijoux étaient sur elle lorsqu'elle est allée à l'église. La bonne entre dans la pièce et annonce calmement qu'elle a apporté de l'eau pour se laver. La chambre de la jeune fille est dans un désordre complet, et elle demande nerveusement à son subordonné qui l'a amenée la nuit dernière. La femme de chambre commence à expliquer qu'Isela s'est endormie pendant la réunion. La jeune fille hurle hystériquement, demandant à nouveau où est son collier. Le serviteur regarde l'héroïne, complètement déconcertée par la situation. Elle dit que les bijoux ont disparu. La bonne explique calmement
qu'elle a rangé tous les vêtements de sa maîtresse dans le placard. Isela se précipite vers ses vêtements, essayant de retrouver ce qu'elle a perdu la veille au soir. La bonne continue son travail. Elle verse de l'eau dans une bassine, et la jeune fille crie que le collier n'est pas dans le placard. Le subordonné, souriant, déclare que si la décoration n'est pas visible, alors on ne peut rien y faire. Elle désigne un bassin d'eau et demande à la jeune fille d'aller se laver, car le petit déjeuner arrivera bientôt. Isela tape du pied de manière agressive, criant sur la bonne et lui demandant comment elle ose se comporter ainsi avec elle. L'héroïne gifle sa servante de toutes ses forces et une forte indignation se lit sur son visage. La jeune fille s'effondre au sol, souffrante, la tête baissée. Isela lui demande si c'est elle qui l'a volée. Elle demande à la jeune fille de retrouver ses bijoux immédiatement. Karen frappe à la porte, entre dans la chambre de la jeune fille blonde et lui demande pourquoi elles font autant de bruit. Isela répond hystériquement que son collier a disparu. Elle explique qu'elle soupçonne leur femme de ménage d'avoir volé les bijoux. La bonne nie sa culpabilité. La blonde observe la scène avec une expression inquiète. Karen, d'un ton autoritaire, en se couvrant la bouche d'une main gantée, ordonne à Isela de demander aux autres domestiques de fouiller la maison à sa recherche et, en attendant, de la laisser se préparer pour le petit déjeuner. L'héroïne est surprise et perplexe, se demandant pourquoi il la regarde d'une certaine façon. La jeune fille rousse se tient debout avec assurance, déclarant que Nancy est sa femme de chambre personnelle, et elle espère que son interlocutrice le comprendra. La bonne regarde par la grande fenêtre dans le couloir illuminé, visiblement déconcertée par le bruit qui vient d'éclater. À l'extérieur du grand bâtiment, les domestiques, à la recherche du collier, discutent de la situation et suggèrent à la jeune fille de mieux prendre soin de ses affaires. Dans une pièce sombre, une femme blonde suggère de fouiller le grenier, tandis qu'un homme est assis pensivement sur une chaise. Le père, blond et vêtu d'un costume noir, exprime sa confusion et son déni. Il ne va pas compromettre l'affaire pour un bibelot. Isela lui parle et lui explique que c'était un cadeau de Raymond. L'homme, plongé dans ses pensées, se touche le menton, car il ne s'agit que d'un collier et non d'une alliance. L'héroïne le regarde avec une expression triste et suppliante. La jeune fille, les mains sur les genoux, tremble violemment. Elle ne comprend pas pourquoi elle se sent si mal à l'aise. Le fils malheureux du baron est devenu un héros militaire. Il est étrange qu'il les ait choisis. Vémont aurait pu être choisi plus haut. Il est redevable envers cette famille. Et connaissant son caractère, ils ne l'abandonneront pas. Le père s'agenouille devant Isela et lui propose de lui en offrir un identique. Mais la jeune fille répond qu'elle n'a pas besoin de quelque chose de semblable. Elle exige le collier exact que Raymond lui a offert. Il se lève, remet ses vêtements en ordre et dit que sa fille n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Elle aurait dû mieux prendre soin de ses affaires. Isela parcourt le long couloir de sa propriété, pensant que si Raymond découvre qu'elle a perdu son cadeau, il sera certainement déçu d'elle. La jeune fille est désespérée. Son regard est vide et ne se porte nulle part. Elle en a assez. En s'approchant d'une des portes, l'héroïne se cogne la tête contre celle-ci. Elle veut partir d'ici. En ouvrant la porte, elle découvre un couloir sombre, maculé de sang. En regardant la pièce, Isela est choquée. Elle s'attendait à voir cela. Un collier est posé sur l'un des lits. L'héroïne le remarque et y dirige son regard. Soudain, quelque chose surprend vraiment la blonde, et elle halète. Elle aperçoit la tête tranchée de la servante Karen, entourée des objets de décoration dont Isela a besoin. Le visage de la jeune fille blonde exprime le choc et l'horreur. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait là. La robe et les chaussures de l'héroïne sont tachées de sang, et elle pense que tout cela n'est qu'un rêve. Isela est terrifiée, au bord de l'hystérie, et ne comprend pas comment les choses ont pu prendre une telle tournure. L'héroïne regrette de l'avoir giflée, car la bonne, Nancy, est maintenant morte. La jeune fille trébuche, se demandant ce que fait la servante dans sa chambre, car elle ne se souvient même plus de son nom. Elle tombe au sol en se cognant violemment. Isela ne sait plus quoi faire. L'héroïne sombre dans l'hystérie. Elle ne souhaitait aucun mal aux domestiques. La mort n'est pas de sa faute. La jeune fille comprend soudain qu'elle ne doit pas se faire surprendre dans cette pièce. Sinon, on la prendra pour une meurtrière. Isela criait sur Nancy ce matin, et maintenant, son corps gît dans sa chambre. La jeune fille pleure et ne comprend pas pourquoi elle a subi un tel sort. Soudain, Karen apparaît devant elle et lui demande pourquoi l'héroïne blonde n'est pas dans ses appartements à une heure aussi tardive. Elle tient une lanterne à la main, disant qu'Isela est pâle comme un cadavre. La jeune fille est assise par terre et sourit nerveusement, pensant qu'elle a été prise sur le fait. Elle craint que Karen ne la prenne pour une meurtrière. Soudain, le personnage principal tourne son attention vers ce qui l'entoure, pointe du doigt derrière le dos de la jeune fille
et accuse Isela d'avoir tué sa servante. La jeune fille blonde pleure et crie qu'elle est innocente. Le personnage principal se couvre la bouche de la main et soupire. Elle aperçoit les vêtements tachés de sang et le fait remarquer. Isela regarde ses mains sales. Elle comprend que quiconque la verrait maintenant penserait d'elle. L'héroïne ferme les yeux et comprend que c'est définitivement la fin pour elle. Karen tend la main à la blonde déçue, lui proposant de l'accompagner. La jeune fille sourit gentiment et promet de garder son secret. Isela regarde le personnage principal avec confusion et lui demande de quel secret il parle en tendant la main. Karen regarde son interlocutrice avec compréhension et lui demande si elle a ses règles. La jeune fille fut très surprise de constater que la traînée de sang menait à la chambre des domestiques. Elle donne des vêtements de rechange à la jeune fille en disant qu'elle était heureuse de l'aider. Isela regarde le personnage principal avec suspicion, pensant qu'elle ne sait probablement rien et qu'elle a peut-être tout arrangé elle-même. Karen demande à la blonde ce qui l'a effrayée. Celle-ci répond que quelque chose de terrible s'est passé dans sa chambre. Elle n'avait jamais rien vu de plus terrible de sa vie qu'un cadavre aux yeux grands ouverts, son collier autour du cou. La jeune fille est assise maladroitement sur le lit et le personnage principal lui demande ce qu'elle a vu. Karen affiche un large sourire, ravie de la peur de son interlocutrice. Elle demande si Isela a vu le cadavre. Elle sursaute de peur et fait semblant de ne pas comprendre de quoi il parle. Le personnage principal explique qu'il s'agit d'un très vieux bâtiment et que des fantômes y errent la nuit. La jeune fille est encore plus effrayée lorsqu'elle apprend la présence de fantômes dans cette maison. Karen affirme que c'est absolument vrai, car elle aussi a souvent des visions. La jeune fille remue le thé qu'elle s'est préparé, en disant qu'avec le temps, la blonde s'y habituera. La jeune fille blonde regarde le sol, essayant de comprendre la situation. L'héroïne prend une tasse de thé et, après une profonde inspiration, se détend et se rassure en se disant qu'elle l'a probablement imaginé à cause d'une fatigue extrême. Isela, esquissant un sourire, demande à son interlocuteur de l'accompagner dans sa chambre. Karen sourit gentiment et accepte d'accéder à la demande de l'héroïne. Debout à la porte, la jeune fille la prévient de ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Elle pose la main sur la poignée de la porte et dit qu'il n'y a rien d'effrayant ici. Soudain, un craquement se fait entendre et Karen rassure la jeune fille en lui disant que ce ne sont que des hallucinations. Si la porte de la chambre d'Isela s'ouvre maintenant, il n'y aura rien derrière. En entrant dans la pièce, les filles constatent une propreté absolue. Il n'y a vraiment rien. La blonde aperçoit un chapeau posé sur le lit et y prête attention. L'héroïne pousse un soupir de soulagement, heureuse que tout aille bien. La jeune fille ramasse le chapeau haut de forme et affiche un large sourire. Visiblement, cela l'a perturbée. Isela regarde ses bijoux en souriant et se dit qu'elle était peut-être simplement trop excitée à cause de cette étrange servante. La blonde jette un regard par-dessus son épaule vers le personnage principal et lui demande si elle peut passer la nuit avec elle. La jeune fille ne répond pas. Alors Isela repose la question, perplexe. Karen reste immobile, fixant intensément l'héroïne. La jeune fille saisit le personnage principal par la main en criant fort et en l'appelant. Le personnage principal s'excuse, disant qu'elle nettoiera tout demain. Il est tard, alors elle propose d'aller se coucher. La jeune fille s'assoit sur le lit rustique et se demande où est passé le cadavre. Karen a l'air déçue et ne sait pas où est sa femme de ménage. Le personnage principal est assis sur le canapé. L'atmosphère est chaleureuse. Nancy est allongée sur les genoux de la jeune fille. Elle dit qu'enfin elles sont seules. La jeune fille prit le somnifère sans réfléchir. Karen caressa doucement la joue de la bonne. Les femmes de ménage ont congé le dimanche. Donc si elles disparaissent, personne ne le remarquera. Karen sourit en serrant Nancy dans ses bras, se demandant si elle devrait l'épargner ou si elle devrait être plus douce et la tuer rapidement. Elle n'a tué personne depuis des lustres. La jeune fille sourit largement, affirmant qu'elle est déjà morte de nombreuses fois, et le visage de la servante exprime une peur extrême. Elle gémit et tente de se dégager, mais Karen la retient fermement et lui demande si tout va bien. Le personnage principal jette Nancy de ses genoux au sol, feignant de s'excuser et disant qu'elle essaiera d'être plus prudente à l'avenir. La servante continue de gémir et d'essayer de se libérer, son regard se posant sur le collier qui appartenait à Isela. La jeune fille pleure, le désespoir se lit dans ses yeux. Sa mort est inévitable. Karen brandit les bijoux de la jeune fille blonde et déclare que Nancy n'a finalement pas changé. Jetant le collier au sol, elle sourit largement et déclare que, puisque c'est la toute première fois, elle fera tout selon sa conscience. La servante plie la jambe, essayant de se déplacer ne serait-ce qu'un peu pour avoir une chance d'échapper à la mort. Si Karen n'apprécie pas cette mort, elle tuera le domestique la prochaine fois. Le visage de la jeune fille exprime une peur véritable.
Elle ne veut absolument pas mourir. La jeune fille rousse tire sur le mouchoir qui couvre la bouche de Nancy, en accusant le collier. Les mains du personnage principal agrippent le drap. Elle est sûre qu'après cela, la servante est morte. Karen arrache les couvertures du lit et dit qu'elle sentait clairement son souffle s'éteindre. Elle regarde sous les couvertures pour vérifier si Nancy est là. Elle ne sait pas pourquoi elle a disparu. Elle se souvient qu'Isela a clairement parlé d'un cadavre dans cette pièce. Et la jeune fille blonde était visiblement terrifiée. Ce qui n'aurait pas pu se produire comme ça. Face à cette vague d'agression, le personnage principal déchire la tête d'oreiller en deux. Elle ignore qui a osé lui voler Nancy. Elle était en colère. Quelqu'un avait osé gâcher son plaisir. Elle s'assoit par terre, fatiguée et déçue, pensant que c'est un véritable échec. Le personnage principal appuie sa tête contre le lit, car elle s'amusait avec Iseka depuis une demi-heure environ. Karen jette un coup d'œil autour de la pièce, supposant que quelqu'un a réussi à tout nettoyer entre-temps. La jeune fille reste assise, impassible, sans comprendre comment tout cela a pu se produire. Le personnage principal serre les poings et laisse entendre que le meurtre de Nancy n'était qu'un fruit de son imagination. Elle regarde le sol, essayant de comprendre. Peut-être a-t-elle simplement imaginé qu'elle avait tué Nancy. Une main crispée agrippe les plis du tissu bleu clair. La jeune fille se demande si cette douce vengeance n'était qu'une illusion. Karen est agenouillée sur le sol dans une pièce sombre, disant qu'elle doit être folle. Des larmes amères coulent sur le sol. N'importe qui deviendrait fou s'il mourait 100 fois. La jeune fille, assise à genoux, se tenant la tête entre les mains, se met à rire hystériquement. Le personnage principal pleure. Peu importe la gravité de ses blessures, elle ne veut plus revivre cela. Karen lève la main, se criant à elle-même de ne pas se bercer d'illusions, en imaginant des choses qui ne se sont pas encore produites. La jeune fille frappe le sol du poing, pensant que la prochaine fois, elle tuera à nouveau Nancy dans la chambre d'Isela. Elle regarde sa main, déchiquetée par le coup, pensant que dans ce cas, elle ne pourra pas tenir sa promesse. Le personnage principal regarde vers l'avenir avec résignation, décidant de réessayer. Mais cette fois, ce ne sera pas Nancy, mais quelqu'un d'autre. Un homme inconnu s'approche de Karen dans le couloir. Il remarque la jeune fille et se dirige vers elle. L'homme tourne son attention vers elle, surpris par l'apparition du personnage principal à cet endroit. Elle pense avoir rencontré un certain Bowen plutôt que prévu. Il se précipite vers la jeune fille, lui saisit la main et la regarde avec excitation. Karen regarde Bowen avec hostilité. Mais l'homme insiste pour soigner et panser la plaie. La jeune fille retire brusquement sa main, lui disant qu'il n'aurait pas dû faire ça. Le fiancé de l'héroïne apparaît derrière elle. Doulan traite l'homme de scélérat. Et l'héroïne pense qu'il se plaint encore. L'homme pointe du doigt le visage de Bowen, lui criant dessus parce qu'il a touché la main de sa fiancée. Et la jeune fille se surprend à penser qu'il frôle très mal la jalousie qui sied à un futur marié. On ne pouvait rien attendre d'autre de Doulan, car s'il n'était pas si maladroit, ce serait quelqu'un d'autre à ses côtés. Karen demande à Isela de lui apporter le petit déjeuner dans ses appartements. Et le personnage principal prendra le sien dans le hall, après quoi elle demande qu'on la laisse seule avec son fiancé. L'homme accepte toutes les instructions et s'éloigne rapidement du jeune couple. Doulan demande si la jeune fille essaie de protéger les domestiques de lui. Karen lui dit d'aller prier et qu'elle viendra plus tard dans sa chambre pendant quelques heures. Mais l'homme désobéit à sa demande et lui saisit brusquement la main. Elle regarda son fiancé avec irritation, se demandant comment il avait osé faire une chose pareille. Le personnage principal lui demande ce qui ne va pas et il devient gêné, essayant de répondre. Il finit par se décider et demande s'il peut soigner les blessures de Karen. Le couple est assis face à face dans une pièce avec une cheminée, plongé dans le silence et la paix. Doulan tient le coton dans une pince à épiler et le déplace délicatement sur la plaie de la fillette, en essayant de ne pas lui faire mal. La jeune fille siffle de douleur sous l'effet de cette sensation désagréable. Aussi douloureuse soit-elle, la blessure doit de toute façon être soignée. L'homme s'excuse et baisse les yeux. Il ne voulait pas blesser sa fiancée. L'héroïne regarde Doulan avec indifférence. Sa gentillesse ne la touche pas particulièrement. Malgré cela, elle a le sentiment que leur relation a changé. La jeune fille esquisse un sourire et se dit qu'elle veut s'en assurer une fois de plus. Karen se rapproche de Doulan et lui demande s'il la trouve belle. Le personnage principal affiche un large sourire, des fleurs flottent autour d'elle et elle repose la même question. Le garçon est très gêné et demande d'une voix tremblante pourquoi la fille se comporte ainsi. Elle réalise soudain qu'il s'agit d'une récompense pour avoir tenté quelque chose de nouveau au bal de passage à l'âge adulte. Pour la première fois en un siècle, Doulan avait tellement changé. À un moment donné, Karen prend son héros dans sa paume. Elle embrasse tendrement la main du garçon en disant qu'il est, après tout,
son fiancé. Retirant ses lèvres de la main de Doolan, l'héroïne esquisse un sourire sournois, le provoquant. L'homme pose sa main derrière la tête de Karen, passant ses doigts dans ses épais cheveux roux. Cette obsession le tourmente. Il embrasse la dame, la jeune fille lui demande de la voler à Raymond, car elle ne veut pas être avec lui. Au cours d'un baiser tendre et tant attendu, l'héroïne ouvre les yeux, songeant à son destin. Elle pose ses mains sur la nuque de Doolan, le rapprochant d'elle. La jeune fille le serre fort dans ses bras, et au final, tout finira par la mort. Isela tient son collier dans sa main. Elle ne sait pas ce qu'elle ferait sans lui. Le personnage principal joue d'un instrument de musique. Une belle musique se fait entendre partout. Une jeune fille blonde lui demande si elle lui a dit que c'est un cadeau de son fiancé. Un cadeau qui permettrait d'acheter une maison dans la capitale. Sans se laisser distraire de sa tâche, Karen déclare qu'elle est heureuse pour son interlocuteur. Raymond comblait Isela de cadeaux coûteux, de fleurs, de bijoux, de robes luxueuses, mais ne lui a jamais promis le mariage. Se tournant vers son interlocutrice, la jeune fille se demande si elle n'a pas remarqué quelque chose de similaire dans ses traits, tandis que la blonde affirme que son fiancé n'est pas du tout comme les autres hommes. Isela se demande pourquoi Karen n'est pas le moins du monde jalouse, même si elle ne verra jamais de tels cadeaux de sa vie. Elle a l'impression que la fille l'ignore et la traite d'arrogante dans ses pensées. S'asseyant sur une chaise à côté de la dame qui joue, l'héroïne lui demande pourquoi elle joue la messe alors que tout le monde autour d'elle est déjà passé au piano. La jeune fille répond qu'elle en joue depuis son enfance et qu'elle préfère ainsi. Bien que les cordes soient déjà usées, Karen refuse l'offre de son interlocuteur de lui donner un piano. La jeune fille blonde boude et s'écarte, pensant qu'elle ne sera pas appréciée. Elle se souvient d'un geste d'attention de la part du personnage principal. Cela l'a rendue heureuse hier. Malgré ses aventures et ses désirs, la jeune fille l'accompagna jusqu'à la chambre. Isela secoue la tête de gauche à droite, essayant d'oublier sa récente hallucination et la servante décédée. Elle évoque également le fait qu'elle n'a pas revu Nancy depuis lors. La jeune fille se rassoit sur la chaise à côté de Karen et demande où est sa bonne. Elle répond qu'elle ne souhaite probablement pas se montrer à la blonde à cause de la dispute de la veille. Malgré la logique du raisonnement de Karen, l'héroïne affirme que ce n'est probablement pas la véritable raison. La jeune fille baisse les yeux vers le sol et dit qu'elle est obsédée par cela. Elle explique que la servante a disparu parce qu'elle a la gorge tranchée. Et une expression de peur véritable apparaît sur le visage de Karen. Isela lève les mains au ciel, réalisant que cette affirmation paraît très probablement absurde. La jeune fille tente de se calmer, se disant qu'elle a probablement tout imaginé. Même si la théorie de la gorge est correcte, Karen n'a pas touché la gorge de la bonne. Elle ne comprend pas qui a pu faire ça, car la dernière fois qu'elle était près d'elle, rien de tel ne s'est produit. Le personnage principal réfléchit profondément et est choqué de réaliser que quelqu'un puisse faire une chose pareille. Isela fait les 100 pas dans la pièce, plongée dans ses pensées. La jeune fille met ses doigts dans sa bouche, pensant que Nancy avait peut-être pris un jour de congé. Elle ne sait pas où est la bonne à présent, mais elle a très envie de la revoir. Depuis ce jour funeste, personne n'a revu Nancy. L'héroïne s'approche de la fenêtre, observe le paysage et trouve tout ce qui se passe étrange. Il y a du brouillard dehors et on ne voit rien. Isela cherche la bonne depuis ce matin, mais en vain. Soudain, un craquement se fit entendre tout près. La jeune fille se retourna en panique vers le bruit. Il s'avère que ce n'est qu'une cheminée. Les bûches crépitent doucement à l'intérieur. La jeune fille expire bruyamment et avec soulagement. Ce bruit l'avait beaucoup effrayée. Elle pose sa main sur sa poitrine, essayant de se reposer et de se calmer. Soudain, un bruit se fait entendre derrière elle, ce qui la fait sursauter et l'effraie encore davantage. Une servante entre dans la pièce, tenant une lettre à la main, adressée à Lady Evans. L'expéditeur de la lettre est Raymond Certes, le fiancé de la jeune fille. Les yeux de l'héroïne s'illuminent de bonheur et de surprise. Elle est ravie de recevoir cette lettre. Soudain, Isela fronce les sourcils et tend la main vers la servante qui tient la lettre, lui ordonnant de la lui remettre immédiatement. Quelques jours plus tard, le personnage principal arrive dans un charmant parc. Le soleil brille et il y a beaucoup de monde. Karen était accompagnée d'une jeune fille nommée Donna, sa blanchisseuse et femme de chambre personnelle. Elle était heureuse que les dames soient venues en ce lieu et admirait tout ce qui l'entourait. La jeune fille rousse croise les bras et se dit qu'elle devrait retrouver la personne qui a égorgé Nancy. Malheureusement, elle devra assister à une cérémonie de passage à l'âge adulte pour cela. Une fois, dans une de ses vies, une fille a essayé d'éviter cela. Mais cela n'a rien donné de bon. Se couvrant le visage de la main, l'héroïne assure que cette fois,
tout sera différent. Une jeune fille observe avec intérêt les décorations de la foire. Après la mort de sa précédente servante, Donna prend sa place. Le chauffeur de taxi lui achète les bijoux qu'elle désire. Et il les aime bien. Karen observe tout cela en retrait et pense qu'elle préférait Nancy. Levant la tête vers le soleil et regardant vers le ciel, bloquant les rayons lumineux avec sa main, elle pense qu'au moins quelque chose de nouveau est apparu dans sa vie. Elle invite tous ceux qui l'accompagnent à faire un détour par le cirque en chemin, car Donna le souhaite. Le protagoniste attend sur le côté lorsque Donna appelle le garde pour qu'il les accompagne. Elle se souvient qu'elle n'est jamais allée au cirque avec Nancy, mais qu'elles sont allées une fois à un concert. Karen prend sa nouvelle femme de chambre par le bras et lui propose d'aller au cirque. Bowen avance à contre-cœur. Les filles le suivent en souriant joyeusement. Elles font des yeux doux au vigile, le suppliant de les laisser aller au spectacle. Finalement, l'homme cède et se dirige vers le guichet pour acheter des billets. Et les filles exultent. Les filles entrent dans une pièce inconnue et on leur demande de s'occuper. Elles sont dans un magasin cher. Donna dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elles assistent à un spectacle de cirque. Karen lui demande pourquoi elle pense comme ça. La jeune fille effleure une plume sur l'un des chapeaux, en disant que d'habitude, personne ne satisfait les demandes des domestiques. Donna essaie le chapeau du personnage principal et lui demande si elle trouve qu'il y a trop de domestiques dans le domaine. Elle redresse son arc et explique qu'il y a suffisamment de domestiques, mais que, pour une raison inconnue, les propriétaires continuent d'embaucher de nouvelles personnes. Mais lorsque M. Evans et sa fille sont arrivés, même cette somme considérable ne suffisait plus. Karen demande si les domestiques sont faits travailler. La jeune fille essaie aussi un des chapeaux et répond que ce n'est pas le problème. Verdict et Lady Isella arrivèrent, accompagnée d'une foule de serviteurs. La jeune fille dit avec déception qu'il y a maintenant 2 fois plus de linge à laver. Donna demande avec déception quand les invités vont partir. Le personnage principal espère que ce sera bientôt. Karen est convaincue qu'ils ne disparaîtront pas tant que leur famille ne sera pas détruite. La blanchisseuse dit que Sarah s'est récemment plainte de Lady Evans. La jeune fille explique avec émotion qu'elle n'a pas posé la lettre sur le plateau en argent. Karen soupire et dit que la famille Hare est très pauvre. Donna baisse les yeux timidement, disant qu'elle ne voulait pas dire ça comme ça. Le personnage principal lui caresse la tête, la rassurant que ce n'était qu'une plaisanterie. La jeune fille cesse d'être gênée et Karen lui ordonne alors de rire, immédiatement. La pièce résonne de rires bruyants. La fille aux cheveux roux observe la scène d'un air scrutateur. Donna rayonne et demande d'un ton assuré si sa maîtresse plaisantait vraiment. Les filles sont heureuses ensemble et se sentent bien en compagnie l'une de l'autre. Karen pensait que rien de spécial ne se produirait, puisque toutes les femmes de chambre étaient les mêmes. Mais apparemment, la mort de Nancy a vraiment changé quelque chose. Le personnage principal regarde sa nouvelle servante et lui conseille de prendre un chapeau plutôt qu'un bonnet, car il fera chaud en été. La jeune fille regarde les nœuds posés sur la vitrine et demande si cela vaut la peine de décorer le chapeau avec un ruban. La servante admire le chapeau dans le miroir. Ses yeux pétillent de beauté devant cet objet. La seule chose qui compte vraiment maintenant, ce n'est plus Raymond et ses changements constants, mais une femme de ménage qui puisse apporter quelque chose de nouveau dans sa vie. Donna ramasse l'écharpe à carreaux et demande à sa maîtresse ce qu'elle en pense. Elle dit qu'elle aimerait donner ce vêtement à une femme nommée Madame Dear. Karen est surprise que la jeune fille connaisse cette personne. La servante rit, pensant que la maîtresse se moque d'elle, car comment pourrait-elle ne pas la connaître? Le personnage principal se demande qui est cette Madame Dear, car elle n'en a jamais entendu parler. La jeune fille demande avec surprise si elle se souvient de cette femme, car elle avait été la mentor de Karen depuis l'âge de 8 ans. La dame porte la main à son menton, essayant de se souvenir de cette femme. Mais en vain. Elle ne se souvient pas de son mentor. Cela devait être avant que la jeune fille n'entre dans ce corps. Donna tente de lui rafraîchir la mémoire en disant qu'elle a enseigné à l'hôtesse les bonnes manières et les danses de salon. La jeune fille demande à nouveau si elle ne se souvient vraiment pas de cela. Et c'est alors que le personnage principal réalise qu'elle s'en souvenait. Madame Dear habite tout près. Et Donna pensait que Karen voudrait passer la voir, mais il semblerait qu'elle se soit trompée. Elle avait travaillé sur le domaine pendant 8 ans, mais c'était la première fois en un siècle qu'elle entendait ce nom. La vie quotidienne est ennuyeuse, et les gens n'ont aucune influence. Mais chaque petit détail compte. Le personnage principal regarde joyeusement par la fenêtre, car elle comprend que le moindre changement peut la sauver. Bowen fait irruption dans le magasin en annonçant que le spectacle va commencer. Donna quitte le magasin joyeusement, se préparant à courir au spectacle le plus vite possible. Karen sort du magasin, levant les yeux au ciel,
pensant à cette même Madame Dear. Elle ignore ce que cette femme peut changer. Mais c'est peut-être là la principale réponse. La jeune fille sourit sincèrement. Elle a hâte de la rencontrer. Le spectacle commence. Tous les invités prennent place. La jeune fille se tient sur une balançoire, très haut, au-dessus du sol. Karen la regarde, pensant qu'elle aussi est tombée comme elle. Elle est bouleversée que cette chute ne l'ait pas aidée à mourir. L'héroïne, en chute-libre d'une grande hauteur, pria pour que ses souffrances cessent. Soudain, un homme rattrape l'artiste par la main, l'empêchant de tomber et de se blesser. Il est suspendu à la balançoire, agrippé avec ses pieds. La fille se balance lentement dans les airs. Les gens autour d'eux admirent ce chiffre, et Karen pense que lors de sa propre chute, personne n'était là pour lui tendre la main. L'artiste s'envole dans les airs, arborant un large sourire pour le public. Elle prend plaisir à le faire. Le personnage principal tente de se concentrer et de ne pas penser au mal, car elle assiste à ce spectacle pour la première fois. Un homme passe devant un groupe de personnes qui apportent de la bière fraîche et du pop-corn aux clients, et une jeune fille l'interpelle. Elle commande une bière, le serveur la lui tend et lui dit de faire attention, car elle est facile à renverser. Donna en veut un aussi. Mais Bowen, qui surveille la situation, explique que la maîtresse n'a droit qu'à un seul verre et que la bonne a encore beaucoup de travail aujourd'hui. L'animateur annonce que la vedette de l'émission, l'invitée aux longues oreilles, va maintenant monter sur scène. Un animal géant apparaît sur scène. Un éléphant qui avance lentement. Les gens le regardent, surpris par sa grande taille. Cet animal s'appelle un éléphant et il utilise son long nez comme une main. L'éléphant commence à exécuter un numéro répété, ramassant des chaises avec sa trompe et les faisant tourner dans différentes directions. Soudain, il laisse tomber accidentellement une des chaises et de fortes émotions se lisent sur le visage de l'animal. Le dresseur prend le fouet en main, affirmant que c'est le meilleur remède contre la désobéissance. Il frappe l'animal. En assistant à cet acte de violence, Karen eut une idée. Il ressemble beaucoup à cet éléphant. Le destin les fait souffrir, ne leur laissant aucun autre choix. La foule exulte, demandant à frapper à nouveau l'éléphant. Le fouet s'abat sur l'animal et le personnage principal, encore et encore. La jeune fille ne comprend pas pourquoi tous ces gens rient autant, car à la place de l'éléphant, les gens ne s'amusaient pas autant. Soudain, Karen laisse tomber sa bière, l'éléphant réagit en brisant du verre. Le dresseur explique à l'éléphant qu'il a encore fait une bêtise. Le personnage principal est entouré de domestiques qui lui demandent sans cesse si tout va bien. Elle suggère de partir car, selon elle, le cirque est plutôt ennuyeux. Donna raconte que la dame elle-même voulait aller au cirque. Et Bowen explique que c'est maintenant la partie la plus intéressante du programme. L'homme qui porte la bière dit que les spectacles ici sont toujours très excitants. La jeune fille lisse ses cheveux et explique qu'elle ne juge pas qu'il mérite la moindre attention. La lumière se reflète sur les boucles d'oreilles de la dame. L'énorme animal s'en aperçoit et regarde la dame. La jeune fille se touche le menton et se dit que l'éléphant a d'abord réagi au bruit du verre brisé et maintenant à ses boucles d'oreilles. Elle regarde l'animal, épuisé par les coups, et se dit que peut-être l'éléphant est plus intelligent qu'il n'y paraît. Elle affiche un large sourire, pensant qu'elle souhaite que tout se déroule ainsi. Le personnage principal regarde la bête dans les yeux et se demande si elle peut faire quelque chose. L'éléphant commence à se rebeller, se dresse sur ses pattes arrière et pousse des cris stridents. Le dresseur est terrifié. Mais avant même d'avoir pu réaliser ce qui se passe, il est écrasé. Les organisateurs courent dans le hall et demandent aux gens de ne pas s'inquiéter, leur conseillant de quitter le dôme le plus rapidement possible. Une foule immense se précipite vers la sortie, hurlant à plein poumon et s'inquiétant pour leur vie. Les domestiques prennent Karen par les bras, lui disant qu'ils doivent partir. Mais elle observe avec intérêt les agissements de l'éléphant. Elle sourit et dit à l'animal qu'il fait tout correctement. Le personnage principal souhaite que l'éléphant se débarrasse de tout ce qui le retient. La jeune fille ne peut détacher son regard de l'animal. Elle souhaite qu'il retrouve la liberté. L'éléphant pousse un cri strident et s'avance, brisant les planches sous son poids. La bête s'approche du poste d'observation de Karen et se dirige vers le personnage principal. Les serviteurs s'accrochent à leur maîtresse et hurlent de peur de mourir. L'énorme patte de l'éléphant se dirige vers la tête de la fillette. Elle n'en a pas peur du tout. Karen ne pourra, de toute façon, pas s'échapper. Il s'est passé quelque chose. Et le garde et la servante ont couvert les yeux de leur maîtresse, qui, à son tour, leur a ordonné de s'arrêter. Elle ouvre les yeux, et la jeune fille voit devant elle quelque chose qui la surprend énormément. Le personnage principal aperçoit un éléphant mort gisant à ses pieds et demande à ce qu'on le libère. La jeune fille s'approche de lui.
Elle sait parfaitement qui est le coupable. Le vendeur de bière s'approche et demande si tout va bien. Le rôle du tueur est attribué à un certain personnage. Un homme repousse brutalement une jeune fille en lui ordonnant de s'éloigner. Le personnage principal est indigné et très inquiet. Elle regarde quelque part. Il s'avère que la jeune fille regardait la sortie du dôme du cirque, à la recherche d'une personne en particulier. Karen sait pertinemment que c'est une personne de son entourage qui a fait tout ça à l'éléphant. Ce type porte des chaussures de luxe et on le surnomme le Diable doré. C'est un tireur d'élite. Il est également le personnage principal du roman et le fiancé de la fille aux cheveux roux. Cet homme ne connaît pas encore le nom de Karen et ne l'a jamais vu de ses propres yeux. Il s'avère que tout cela a été dit à propos du héros Raymond Saertas. La nuit tombe, le ciel se teinte de rose, le soleil descend lentement vers l'horizon et les petites maisons sont baignées une dernière fois par ses rayons. Le personnage principal court dans une rue déserte, pensant que tout ce qui se passe se tramait depuis la toute première page. Dès l'instant où Raymond apparaîtra devant Karen, le monde entier commencera à s'effondrer. La jeune fille court devant les gens, elle doit saisir sa dernière chance. Le personnage principal pense qu'elle doit absolument se rendre chez Madame Deer. Il est impératif que vous fassiez cela avant que toutes les modifications ne soient effacées. La jeune fille continue de courir, le souffle court. Cette fois, tout peut vraiment changer. Pour la première fois en 100 ans, l'héroïne put voir un véritable éléphant. Mais l'animal est mort et Karen a survécu. Alors maintenant, elle doit trouver une solution pour les deux. La jeune fille court vers une rue sombre et déserte que les gens évitent généralement. Le personnage principal regarde cette rue et hésite à s'y rendre. La dernière fois qu'elle est passée par ici, elle a été agressée. Karen a encore un peu de temps. Et en général, si elle a déjà rencontré Raymond, alors il n'y a rien à craindre. La jeune fille fait un pas hésitant en avant. Bien qu'elle soit confiante, au fond d'elle, elle est encore inquiète. En suivant ce chemin, le personnage principal arrivera finalement chez Madame Deer. La main d'une personne inconnue bloque la vue de Karen et la silhouette lui demande où elle se précipite. La jeune fille se tourne vers les gens, qui supposent d'un air moqueur qu'elle doit être issue d'une famille riche. L'homme caresse la joue de Karen, lui posant des questions sur son âge et sur le fait qu'elle ait un mari. Le personnage principal repousse la main de l'agresseur, pensant qu'elle est en difficulté pour la deuxième fois. Elle pense avoir déjà rencontré Raymond et que cela n'aurait pas dû arriver. Peut-être que tout ce qui se passe est le résultat de changements, ou alors le cirque n'a aucune importance. L'agresseur continue d'importuner la jeune fille. Je lui demande à quoi elle pense. Soudain, les paroles de l'homme aux cheveux noirs sont interrompues par son ami, qui déclare « C'est la fille du Seigneur !» Il croit que Karen est une femme bénie de Dieu. Le personnage principal sourit en entendant le mot « bénie ». Sa mère disait que cette petite fille deviendrait la femme la plus chanceuse du monde. Mais Karen trouve ça drôle. La jeune fille est lasse de cette vie, car elle ne peut même pas mourir normalement. L'homme aux cheveux noirs saisit les mains de l'héroïne, déclarant qu'il ne la laissera partir que parce qu'elle est la fille d'un seigneur. Mais que tout a un prix. La jeune fille résiste, tentant de se libérer de l'emprise de ses ravisseurs. L'homme crie à son complice de la chercher. L'héroïne regrette d'avoir emprunté cette voie. Elle ne pensait pas que tout se passerait ainsi. Karen attrape l'un des bandits par les oreilles en lui hurlant dessus, tandis que l'autre fouille son portefeuille. Il leur montre qu'il n'y a rien dedans, et il est très surpris. Un homme aux cheveux noirs bouscule le personnage principal, puis tombe et s'éloigne. Les agresseurs commencent alors à se disputer. L'un d'eux frappe Karen en lui criant dessus parce qu'elle a beaucoup de bijoux, mais pas un sou en poche. La jeune fille se met en colère quand sa coiffure est abîmée, car cela prend beaucoup de temps de la coiffer. C'était le chef-d'œuvre de Nancy. Le bandit est très surpris d'entendre son nom prononcé par la dame. Lorsque le personnage principal se lève, elle dit que si elle donne tous les bijoux, la femme du coupable ne cessera pas de le mépriser. Elle dit que s'il l'abat, il sera abattu et que cela lui est égal. L'homme aux cheveux noirs bouscule son complice, disant que la fille est folle et lui demandant de la faire taire. Un autre homme frappe Karen au visage et la gifle. Elle ne manifeste aucune émotion. Elle soupire en appelant l'homme blond par son nom. La jeune fille dit que si Thomas meurt, sa fille ira chez elle travailler comme plongeuse. Karen affirme qu'après cela, elle tombera malade et mourra. L'homme est terrifié par cette déclaration. Soudain, un des bandits sort un couteau pliant et s'apprête à se diriger vers la jeune fille. Elle observe tout ce qui se passe, pensant que la fin sera peut-être la même. Chaque fois que Karen est en danger, Raymond la sauve. Quoi qu'il arrive, cela ne change jamais. Le personnage principal crie sur l'agresseur, le provoquant à l'agression. Elle s'attend à ce que son fiancé apparaisse bientôt et la sauve. Soudain, l'homme enfonce un couteau dans le corps de Karen
et ses yeux s'ouvrent en grand. Le sang de l'héroïne est sur le couteau et sur les mains de l'homme blond. La jeune fille s'effondre au sol, souffrante, tandis que les bandits se disputent et règlent leurs différends. Karen pense avoir mal calculé. Donna est maintenant Nancy. Il est donc difficile de prédire quand elle sera secourue. Elle est assise par terre, tremblante et gémissant sous l'effet d'une douleur de plus en plus intense et pénétrante. La jeune fille ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à s'habituer à la douleur. Soudain, l'un des bandits lui couvre la bouche. Il compte se débarrasser d'elle. Un homme aux cheveux noirs crie à sa victime qu'elle doit agir plus vite. La jeune fille se demande si elle va mourir ici. Un homme nommé Thomas brandit un couteau vers le personnage principal. Des gouttes de sueur froide perlant sur son visage. Soudain, une balle traverse la tête du malfaiteur et il s'effondre. La jeune fille est assise et se tient le ventre lacéré, disant que le salut est arrivé trop tard. Elle sourit, une idée lui traversant l'esprit. C'est étrange de dire à son sauveur qu'elle n'est pas heureuse de le rencontrer. Raymond s'approche de Karen et lui demande si tout va bien. Il est tombé amoureux d'elle au premier regard. La jeune fille ferme les yeux, elle ne veut pas le voir. Tout est pareil qu'il y a 100 ans. L'homme s'agenouille pour être au même niveau que l'héroïne handicapée. Raymond et Karen sont de nouveau réunis. L'homme se tient debout, vêtu d'une chemise grise, ses cheveux blonds flottant au vent et ses yeux verts baissés. Ce n'était pas un noble chevalier, mais il a toujours cherché à protéger les gens ordinaires. Raymond travaillait comme tireur d'élite, mais ce travail ne lui apporte aucun honneur. Un jour, il a tué un capitaine, lui ôtant la vie d'un tir bien ajusté. Les gens ont hurlé de panique. Et après sa première mission réussie, il a été la cible d'un déluge de critiques, car seuls les lâches tirent à couvert. Après chaque mission réussie, les critiques à l'égard de Raymond se faisaient de plus en plus rares. Cet homme a été capable de tuer 300 personnes à lui seul. Cet homme aux cheveux blonds est devenu un héros national. Il est connu sous le surnom de Diable d'or. La rumeur courait qu'il avait passé un pacte avec un démon pour atteindre une précision parfaite. Ses subordonnés l'admiraient, mais avec le temps, la suspicion a fait place au respect. Cet homme a un proche collaborateur nommé Zeno, qui est toujours avec lui. Un subordonné offre à Raymond de la viande séchée, même s'il s'agit d'un aliment simple, et le garçon le remercie. Quiconque connaît cet homme blond conviendra que ce surnom effrayant ne lui va pas du tout. L'homme mange avec avidité la nourriture que j'ai apportée. Je l'informe que le petit déjeuner doit être servi à une certaine heure, à 2 heures. Zénon pense qu'il travaille toujours seul. Raymond suggère que son serviteur rende d'abord visite aux blessés. Il prend toujours soin de ses serviteurs et de ses camarades. La jeune fille ne comprend pas pourquoi il était destiné à la rencontrer. Après avoir rencontré Zénon, l'homme lui dit d'apporter de l'eau et des bandages. Il part en courant chercher le nécessaire pour soigner sa blessure. Il n'est pas dans les habitudes de Raymond de flâner dans les rues de la ville. Zénon se retourne pour vérifier que la jeune fille va bien. Le personnage principal suppose que c'est cet homme qui l'a blessée. Et l'homme sourit, satisfait. Assise dans la calèche, Karen est allongée sur les genoux de son fiancé, un serviteur étant assis en face d'elle. Donna affirme avoir soigné les blessures, comme Raymond le lui avait demandé. Mais il y a quelques problèmes. La jeune fille lui demande ce que cet homme faisait sur les terres de Lord Hire, et il répond que c'était une affaire personnelle. Il ajoute que sa fiancée est arrivée, et les yeux de la femme de chambre s'illuminent. Et en apprenant que la mariée est Lady Isella Evans, elle tombe dans une stupeur. Karen se met à tousser. Alors sa femme de chambre s'agenouille devant elle et lui demande si elle va bien. L'homme explique que c'est le corset qui a absorbé le coup, donc la blessure n'est pas trop profonde. Si elle est toujours inquiète, vous pouvez retirer le corset et vérifier la plaie. Le personnage principal dit en plaisantant que le type n'hésite pas, il devient gêné et répond qu'il ne le pensait pas. Donna se lève d'un bond et crie que le type se comporte de manière inappropriée. Mais il se justifie par une blague. Soudain, la calèche heurte un rocher, ce qui la fait bondir. Karen halète sous le choc, et une douleur terrible la traverse. Le garde crie que la jeune fille ne va pas bien du tout. Mais Raymond explique que sa vie n'est pas en danger, que la douleur ne signifie rien, car les coupures font mal aussi. La jeune fille sourit avec sarcasme et lui demande ce qu'il en pense. Et il considère cette blessure comme une simple coupure. Il n'était pas sarcastique, il disait simplement que la blessure n'était pas mortelle. Karen se détourne en fermant les yeux. Elle ne voulait pas être sarcastique non plus. On dirait qu'elle est sur le point de s'évanouir. Donna a les yeux humides. La jeune fille est très inquiète pour sa maîtresse. Elle va penser qu'elle pleure pour des bêtises. Le personnage principal s'appuie sur son coude. Puis Raymond lui demande comment elle se sent. La jeune fille est surprise par une telle question car, étant donné qu'elle saigne, elle doit être en mauvais état. En baissant les yeux,
l'homme confie qu'il n'est pas très éloquent et qu'il ne sait absolument pas comment calmer les gens. Le personnage principal soupire, pensant que Raymond n'est qu'une autre victime du complot, qu'il ne mérite pas sa colère. Soudain, le héros déclare qu'il n'est allé nulle part depuis 10 ans. Karen est prise d'une colère noire, car elle n'est allée nulle part depuis 100 ans. Allongée sur les genoux de son fiancé, la jeune fille dit que c'était amusant, mais il ne comprend pas ce qu'elle veut dire. L'héroïne vit un éléphant pour la première fois de sa vie. Il était immense et magnifique. Elle n'arrive pas à croire que quelque part sur Terre, des créatures comme celle-ci puissent exister. Karen repense à cette journée avec un sourire aux lèvres. C'était incroyable. Raymond est très heureux que les filles aient apprécié le spectacle. Donna s'écrie: « Si cette dame n'a jamais vu d'éléphant, c'est de sa faute. » La jeune fille éclate en sanglots. Sa voix tremble violemment. La dame lui demande de se calmer et de parler moins fort. Elle tient la main de sa maîtresse. Nul ne sait ce qui se serait passé si Sir Raymond n'avait pas bu. La jeune fille serre encore plus fort la main de l'héroïne, pensant que c'est le destin. Karen suppose que les personnages ont suivi le scénario, acceptant le développement de l'intrigue comme quelque chose de naturel. Le personnage principal demande à la jeune fille si elle pense que le destin est trop cruel envers elle. Elle se rapproche du visage de la bonne et lui confie qu'aujourd'hui, elle a failli mourir 2 fois. Se tournant vers Raymond, Karen lui demande si elle a raison. Le lendemain, la chambre d'Isella est jonchée d'un nombre impressionnant de robes. Elle crie à la servante d'apporter une autre robe, car celle-ci n'est pas assez élégante. La femme de chambre propose une robe blanche et rose, ornée de grands nœuds. Mais Isella n'en est pas satisfaite, car elle est trop simple. Indignée, elle déclare que les plébéiens n'ont aucun goût. La jeune fille baisse les yeux et s'excuse. Le père d'Isella apparaît sur le seuil et lui demande de ne pas agir de façon impulsive. La fillette se jette dans les bras de ses parents en pleurant à chaudes larmes, car Sir Raymond a sauvé Lady Hare. L'homme ne comprend pas la raison de ses larmes, car en agissant ainsi, il a donné un excellent exemple à tous les chevaliers. Isella craint que Karen ne soit plus belle qu'elle et que son fiancé ne tombe amoureux de cette fille. Le père dit en plaisantant que si le monsieur tombait amoureux de chaque femme qu'il rencontrait, il ferait bien de se constituer un harem. Pour la noblesse, le mariage est un arrangement. L'amour est complètement secondaire dans cette entreprise. L'homme demande pourquoi il annulerait le mariage au profit d'une famille moins noble. Il prend sa fille par les épaules, la rassurant, en lui disant qu'un tel déroulement des événements est difficile à imaginer. Isella pense que son père pense ainsi parce qu'il s'attend à ce que son entourage recherche son propre intérêt en tout comme lui. Soudain, l'homme se rapproche de sa fille et lui demande pourquoi elle était si nerveuse depuis son arrivée. Se tournant vers la bonne, par-dessus son épaule, il lui demande si elle est maltraitée ici. La jeune fille, en sanglots, explique qu'elle a fait un cauchemar. Elle vit le corps d'une servante nommée Nancy, qui travaillait pour Karen Hare. L'homme s'éloigne, se demandant si cette bonne existe réellement. Il fait asseoir sa fille sur le canapé, lui proposant de l'appeler, car voir la bonne saine et sauve lui fera immédiatement oublier tous ses cauchemars. Isella baisse la tête et dit qu'elle a disparu quelque part 2 jours après leur arrivée dans cette maison. Les hommes sont surpris par ce qu'ils entendent, car un certain temps s'est écoulé depuis leur arrivée. La jeune fille, effrayée, confie à son père qu'elle n'a pas revu Nancy depuis qu'elle a rêvé de son cadavre. Sur la coiffeuse, à côté des produits cosmétiques, se trouvent des assiettes de délicieuses friandises. Biscuits, muffins et bonbons. Une des servantes, aidant Karen à nouer son corset, lui dit qu'elle ne devrait pas changer de servante comme de gants. Cependant, dans le même temps, elle devrait sérieusement envisager de se porter candidate au poste de Nancy, déclare la première femme de chambre, Hélène. Donna n'est pas encore prête à se rapprocher de la noble dame. Le personnage principal lui demande si elle ne l'a pas bien servie.